L'enthousiasme, oui, n'est pas encore vraiment là. Il n'est pas une journée sans qu'éclate un nouveau scandale à propos des Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Paris. Voilà, ça donne une impression d'enfantillage, alors que les Jeux ne sont pas des enfantillages. Un grand projet inutile et imposé. Il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Depuis des mois, on ne parle que des JO de Paris dans des termes négatifs. À croire que tout est fait pour gâcher la fête. Et si finalement, ces Jeux olympiques et paralympiques se passaient bien? L'histoire regorge de jeux sans faute, malgré quelques faux départs et des défis colossaux. Alors tout au long de la semaine, on se demande comment réussir ces Olympiades. Épisode 5, une fête populaire inoubliable. On sera au rendez-vous, on sera prêt. C'est un moment immense d'émotion, de joie. On est en train de jouer l'image de la France sur les 5 prochaines années, l'image de la France sur la décennie. On a envie de célébrer ce moment comme il se doit. Ces jeux vont nous faire du bien. On sera prêt. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut réussir. Historiquement, on a toujours vu qu'avant les Jeux, il y avait une période très critique parce que les médias n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, sauf des mauvaises nouvelles. Et Dieu sait si l'organisation des Jeux peut générer toutes sortes de soucis. Si vous avez écouté les épisodes précédents de notre série sur les Jeux de Paris 2024, vous aurez certainement reconnu Jean-Loup Chaplet, professeur de management public à l'Université de Lausanne. C'est notre spécialiste des JO, il a travaillé au CIO. Si vous ne l'avez pas reconnu, je vous invite à mettre cet épisode sur pause et à écouter les précédents. On retrouve une couverture très négative en général des Jeux. Et ça change avec l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire du pays hôte. Et pourquoi ça change? Alors, le relais de la flamme est un événement gratuit qui passe chez vous en quelque sorte et donc auquel il est possible d'assister gratuitement. Il y a bien sûr le passage le long de la route et aussi les petites manifestations qui sont organisées au départ et à l'arrivée, souvent avec un petit spectacle culturel, en particulier des concerts gratuits. Et ça, c'est susceptible, bien sûr, d'attirer une large partie de la population avec un symbole qui est positif. Pour réussir ces Jeux olympiques, il ne suffit pas d'assurer la sécurité des spectateurs et des athlètes, de gérer les transports ou d'anticiper de bonnes retombées économiques. Il faut aussi organiser une grande fête qui fasse vibrer les spectateurs dans l'instant et qui marque les esprits durablement. Chers auditeurs, laissez-moi accueillir Étienne Girard, le rédacteur en chef du service Société de l'Express. Il enquête depuis plusieurs mois sur l'organisation de ces Jeux de Paris et il est en studio. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte, un plaisir d'être avec toi. Jean-Loup Chaplet soulignait à l'instant l'importance du relais de la flamme olympique et son rôle fédérateur pour le pays hôte. Est-ce que tu peux nous décrire le trajet de la flamme cette année? La flamme, elle est partie d'Olympie en Grèce à la mi-avril. Elle est allée jusqu'à Athènes. Ensuite, elle a traversé la mer Méditerranée début mai à bord du Belém, ce somptueux bateau en 3 mâts qui a été mis à l'eau en 1896, année des premiers Jeux Olympiques d'été. La flamme, elle est ensuite arrivée à Marseille, sol français, le 8 mai. Et depuis, elle fait le tour de France en passant par des sites historiques emblématiques. On peut en citer quelques-uns, la grotte de Lascaux, le Mont Saint-Michel, le bassin minier, évidemment. Elle fera un petit détour par les Outre-mer au mois de juin. Bref, tu peux le constater, tout est pensé pour faire monter l'ambiance dans le pays progressivement. C'est donc un relais très franco-français qui a été choisi cette année, mais Jean-Loup Chaplet nous a rappelé lors de notre échange que ça n'a pas toujours été le cas. Alors effectivement, le relais actuel de la flamme olympique doit se dérouler sur le territoire du pays hôte. Bon, il y a un démarrage en Grèce avec tout un passage d'une semaine environ en Grèce, et puis la flamme est transmise aux organisateurs et le relais a lieu dans le pays hôte. Mais il y a eu 2 exemples de relais internationaux, celui d'Athènes 2004 et celui de Pékin 2008. Celui d'Athènes 2004 s'est très bien passé, il a été très très cher, mais la Grèce y tenait pour une question d'image. Mais celui de 2008 s'est très mal passé parce qu'il tombait à un moment de protestation contre l'attitude du gouvernement chinois vis-à-vis des démonstrations qui avaient lieu en même temps au Tibet. Militants enchaînés, manifestants allongés sur la chaussée. La flamme et son rempart de sécurité accumulent embûches et retards. Pendant ce temps, 3 alpinistes membres de Reporters sans frontières ont réussi à grimper sur la tour Eiffel et à y dérouler son drapeau symbole des anneaux olympiques en forme de menottes.
Les policiers ont reçu pour consigne d'arracher les drapeaux tibétains. Et donc, à Londres, à Paris, à San Francisco et en plein d'autres villes où passait ce relais, il y a eu des démonstrations qui ont fait que le CIO a décidé que le relais ne pourrait plus être international et devrait être systématiquement que dans le pays hôte, où bien sûr les organisateurs sont en contact avec les forces de l'ordre pour maintenir la sécurité nécessaire autour du relais. Étienne, est-ce qu'il y a un risque que ce relais de la flamme en France et plus généralement les festivités autour des JO soient aussi perturbées par des manifestations ? Oui, très clairement oui. C'est une crainte et une menace identifiée par les services de renseignement. Les rumeurs tournent autour d'un projet qu'on pourrait qualifier de saccage 2024, qui serait mené par des militants d'ultra-gauche. L'idée, assez simple, c'est de profiter du relais de la flamme pour mener des manifestations, essayer de perturber le cortège pour faire un coup médiatique et qu'on parle de leurs causes, par exemple les causes écologistes, les mouvements anti-bassines qui font partie des mouvements qui sont ciblés comme ceux qui peuvent faire le plus d'agit-prop en lien avec les Jeux Olympiques. La politisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ça pourrait gâcher la fête ? Évidemment, il faut voir l'intensité de ces troubles. S'il y a une manifestation un jour et qu'elle est d'ampleur mesurée, ça ne gâchera absolument pas la fête. Des manifestations, il y en a eu par exemple sur le Tour de France. Le trouble dure quelques minutes, quelques heures et il est assez vite oublié. Si ces troubles-là, ces manifestations se répètent, si elles perturbent réellement le relais, là, oui, on pourra commencer à parler d'un raté pour l'organisation et ça mettra un climat plus pesant sur l'organisation. Et ça pourrait donner lieu à des situations embarrassantes pour les organisateurs. Étienne, pour réussir cette Olympiade, il y a autre chose qui est très important. Les organisateurs et les politiques de la majorité le répètent en boucle. Écoute. C'est très important que ça puisse être ces jeux et la cérémonie d'ouverture une vraie fête populaire pour l'ensemble des Français. On va peut-être falloir se calmer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des Jeux olympiques populaires. On ne souhaite pas de Jeux olympiques, voyez-vous ? Ça, c'est un travail très important pour que ce soit une vraie fête populaire. Des jeux populaires. Des jeux populaires. Nous voulons que ces Jeux olympiques soient une grande fête populaire. Qu'est-ce qui est mis en place pour faire de Paris 2024 des Jeux populaires ? Bon, quand on dit jeux populaires, faut expliquer de quoi on parle, faut être clair, tout le monde ne pourra pas accéder aux épreuves. Et d'ailleurs, il faut bien que quelqu'un paye. Et si c'est pas le contribuable qui paye, c'est le secteur privé. Et pour se rembourser, les billets doivent être chers et tout le monde ne peut pas accéder aux JO. Mais ce qui est vrai, c'est que à la fois l'organisation et les pouvoirs publics essayent de mettre en place d'autres moyens pour que les Français participent aux Jeux Olympiques à leur manière. Les collectivités locales ont un grand rôle à jouer, à commencer par la mairie de Paris, qui est très active sur ces sujets. Il y aura au moins une fan zone ou assimilée par arrondissement. Il y a la création qui est prévue du Champions Park, c'est comme ça qu'ils l'appellent, au Trocadéro. Le principe, c'est que les athlètes médaillés viennent sur la place du Trocadéro le lendemain de leur victoire ou de leur médaille pour être célébrés par la foule. On peut penser que la plupart viendront, hormis évidemment ceux qui ont encore des compétitions à jouer. Ça, c'est pour Paris. Est-ce qu'il y a aussi des choses prévues en dehors de la capitale ? Oui, il y a certaines villes d'Île-de-France qui vont accueillir des délégations étrangères et elles essayent de surfer sur la vague. Il y a par exemple la ville de Fontainebleau qui accueille la délégation sud-coréenne. Elle va organiser un festival culturel sur 3 mois. Elle appelle ça une saison en Corée du Sud avec de nombreux échanges culturels. Et puis, il y aura un certain nombre de fan zones dans les villes de province. On a dénombré à peu près aujourd'hui 200 projets d'événements pour accueillir du public en France. Et dans toutes ces fan zones, Étienne, on pourra assister aux épreuves, mais aussi en général à la retransmission de la cérémonie d'ouverture. Réussir sa cérémonie, c'est un moment important pour fédérer la population autour du projet olympique. Absolument. En l'occurrence, ce pari de faire la cérémonie d'ouverture sur la scène, c'est inédit. Ça promet une cérémonie spectaculaire qui pourrait rendre hommage au mieux au patrimoine, à l'histoire française et en même temps, on l'a déjà dit,
c'est un vrai casse-tête sécuritaire et technique. Alors Étienne, qu'est-ce qui pourrait nous faire rater la cérémonie d'ouverture ? Plein de facteurs, et même certains qu'on maîtrise assez peu. Qu'est-ce qui se passe s'il pleut ? Alors on a eu la réponse. S'il pleut, il y a des plans B qui sont prévus par l'organisation, mais il y a une petite partie des animations qui ne pourront pas avoir lieu. Donc évidemment, s'il pleut à torrent, la cérémonie sera moins réussie. Et puis qu'est-ce qui se passe si la menace terroriste est telle qu'on doit déployer un plan B, voire un plan C très concrètement, s'il y a un attentat dans une autre ville européenne dans les 10 jours précédents, ça posera énormément de problèmes et ça remettra en cause la cérémonie d'ouverture. Et pourtant, c'est tellement important de réussir sa cérémonie parce que c'est quelque chose qui reste de l'image des Jeux. Alors effectivement, la cérémonie d'ouverture donne le ton des Jeux Olympiques et ceux de Paris 2024 seront incontestablement marqués par la cérémonie qui se déroulera le long de la Seine, qui est unique au monde et qui attirera peut-être plus de 300 000 spectateurs. Une dernière fois, Jean-Loup Chaplet, professeur à Lausanne et spécialiste des JO. Les comités d'organisation prêtent une attention tout à fait particulière à ces cérémonies et essayent de les rendre les plus attractives possibles. Il y avait l'exemple de Pékin 2008 qui a fait une cérémonie grandiose. J'étais sur place et effectivement, l'assistance et les spectateurs dans le stade du Nid d'Oiseau ont été absolument subjugués. Londres 2012, qui suivait Pékin 2008, s'est rendu compte très rapidement que financièrement, ils ne pouvaient pas se permettre de faire une cérémonie aussi grandiose. Et ils ont alors eu une idée assez géniale d'utiliser l'humour britannique pour animer la cérémonie. Et c'est la fameuse arrivée de la reine d'Angleterre, soi-disant en hélicoptère, sautant en parachute après un petit passage à Buckingham, filmé avec James Bond. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour Sa Majesté la Reine. Mais clairement, cette cérémonie est très décalée finalement par rapport à celle de Pékin 2008. A lancé les Jeux de Londres de façon magistrale et on s'en souvient encore aujourd'hui. Est-ce que certaines cérémonies ont été moins réussies ? Alors la cérémonie de Rio 2016, pour y avoir assisté, n'était pas aussi impressionnante que les deux précédentes. Elle était centrée sur l'écologie, elle était réussie sans quoi important, mais manquait effectivement de ce petit zeste qu'avaient apporté les Britanniques avec leur humour, ou alors les moyens considérables qu'avait développé le gouvernement chinois et la Chine en général pour la cérémonie de Pékin 2008. Bon, avec tout ce qu'on a balayé, Charlotte, on sait ce qu'il faut faire pour avoir des jeux fédérateurs qui rentrent dans l'histoire, mais je vais te donner ma conviction. Au fond, je pense que ce côté festif, c'est pas ce qui fera vraiment la réussite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et qu'est-ce qui fera la réussite de nos Jeux alors ? Le sport, les exploits, des sportifs qui s'arrachent, peut-être quelques défaites magnifiques, mais surtout des victoires inoubliables, des souvenirs impérissables, des inconnus que personne n'a vu venir et qui finissent par monter sur le podium, aussi des athlètes paralympiques qui feront connaître le handisport à un plus large public, des records du monde et si possible, pas de scandale, de triche, de dopage, d'arbitrage mauvais. Bref, le sport, toujours le sport. Je crois que c'était le mot de la fin de cette série spéciale sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci infiniment Étienne d'être venu en studio nous raconter tout ça. Merci à toi Charlotte. Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Merci également à nos collègues Sébastien Julien et Béatrice Mathieu qui ont participé à cette série. Et enfin, merci à Jean-Loup Chaplet pour son expertise et sa disponibilité. Chers auditeurs, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, soit en commentaire sur votre plateforme d'écoute habituelle, soit par mail. L'adresse est toujours la même, laloupe@l'express.fr. Vous pouvez également retrouver toutes les enquêtes des journalistes de l'Express sur le site du magazine. Profitez-en pour vous abonner. Le premier mois de souscription est actuellement au prix d'€1. Cette série d'épisodes a été écrite par Mathias Pengili et réalisée par Jules Cros, avec l'aide de Léa Bertrand, Théo Cyr, Thibaut Mathieu et Milena Rossi. On vous retrouve lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.